Et la multispeaker, très bien. Donc là, vous avez vu Camille qui a fait son apparition. Avant de te donner la parole, Camille, et de te laisser te présenter, je vais juste vous parler du pôle formation de Twiza qu'on a lancé avec des balbutiements début d'année dernière, mais ça a été repris de manière, on va dire, plus soutenue ce début d'année, à partir de mars. Twiza a eu l'envie de pouvoir laisser s'exprimer tous les formateurs et puis tous les talents qu'on a dans ce réseau de Twiza, ce réseau de l'habitat sain, de l'habitat écologique, et de pouvoir défendre les valeurs de Twiza à travers justement la transmission des savoir-faire et de faire en sorte que ces savoir-faire perdurent et puis qu'ils se maintiennent. Mais finalement, c'était un petit peu comment on va dire, c'était un petit peu la logique qui suit la progression de Twiza après les chantiers participatifs, après les réseaux de professionnels, les achats groupés. Donc vous, je ne sais pas par quel biais vous êtes rentré dans ce réseau-là, mais c'est certainement par un de ces biais-là. Et bien après, il y a eu les membres actifs, donc qui sont super actifs et puis qui nous donnent plein de coups de main sur plein de missions dans le territoire, parce que l'idée c'était d'ancrer vraiment Twiza dans le territoire français de manière, enfin français ou pas, mais en tout cas que les gens puissent se voir, que les gens puissent se toucher, que les gens puissent se parler et échanger entre eux. Et puis, le prochain pas, c'était les formations. Donc, les formations ont été lancées, mais l'idée était de se dire qu'on ne va pas lancer les formations n'importe comment. C'est assez compliqué de tenir un organisme de formation, pas tellement pour trouver des sachants, quoique, mais souvent pour trouver que ce soit des bénéficiaires, des stagiaires, des personnes pour s'inscrire. Il faut arriver à communiquer assez large, de faire savoir, voilà, une façon de communiquer en tout cas, pour que le centre puisse survivre et vivre. Et on s'est dit qu'on allait se positionner d'une autre manière que la plupart des centres de formation, parce que ça servait peut-être à rien de refaire ce que tout le monde fait, en sachant que c'est très compliqué de survivre, en tout cas pour pas mal de centres de formation. Donc, on a décidé de se positionner sur une approche qui va être beaucoup plus pédagogique, qui va être beaucoup plus basé sur les connaissances pédagogiques des formateurs. Et Twiza, du coup, met en place un cursus de formation de formateurs pour tous les formateurs qui rejoignent le réseau des formateurs, justement. Et ça permet vraiment de se dire que ça suffit pas d'être un bon artisan, ça suffit pas d'être même déjà un bon ou un formateur pour être un bon formateur. Et là, on donne tous les outils possibles pour que ça se passe le mieux possible. Pas seulement pour que le formateur se dise, ah, c'est bon, je sais faire et je sais faire du bon travail et puis j'ai 20 000 choses à apprendre. Non, on n'a pas envie d'enseigner 20 000 choses. On n'a pas envie que ce soit juste le formateur qui ait la satisfaction de pouvoir montrer tout ce qu'il sait. On s'est dit qu'il fallait que ce soit bien organisé, en tout cas de manière pédagogique et pas forcément de manière descendante, parce qu'on voit beaucoup ça dans les centres de formation. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est celui de se dire qu'on veut mettre le projet des stagiaires au centre de la formation. Donc pour ça, on a un questionnaire que tous les stagiaires remplissent avant de venir en stage, qui est remonté au formateur. Et le formateur, à partir de là, il va pouvoir élaborer ou en tout cas adapter son programme aux besoins réels des porteurs de projets. Parce que les porteurs de projets qui viennent, s'ils apprennent, comme je disais tout à l'heure, 1000 gestes alors qu'ils ont besoin que d'un seul élément pour réussir ce dont ils ont envie, eh bien, ça sert à rien de tout leur apprendre si c'est pas ce dont ils ont besoin. Enfin bref, vous m'avez compris, c'était un peu le positionnement et ça l'est toujours de Twiza par rapport à ce pôle de formation. Et aujourd'hui, je sais pas, on a une quinzaine de formations. J'aurais dû regarder pour vous dire ça plus précisément. Je vais vous le dire, un, 2, 3. On a 13 formations qui sont ouvertes en ce moment. Je vais partager mon écran, comme ça vous pouvez les voir. Tu. Hop, là, en théorie, vous devriez pouvoir voir mon écran. Et si je fais ça, c'est un peu plus grand. Donc, je vais vous partager le lien dans la description en tous les cas. Mais les formations Twiza qui arrivent en force, euh, celles-ci sont en train de se faire, donc c'est plus la peine non plus de s'inscrire pour femmes bâtisseuses parce que c'est complet. On a donc la formation avec Camille, les hot mix, les mortiers de chaux vive. On a la construction grèbe, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vais vous partager le lien dans une minute.
pour savoir comment construire en grèbe. On a fait un visio là-dessus la semaine dernière. On a les enduits de terre crue du 10 au 12 septembre. Ça, c'est avec Johan De Grave, aussi hein, une personnalité dans le monde de la terre crue. Bruno Boutry, artisan, auteur, multirécidiviste, qui a écrit beaucoup de bouquins sur les enduits et les peintures, qui fait sa formation sur le tas de lac. On a construit et restauré les murets en pierre sèche avec Lucie Nouvelle. On a savoir-faire, donc ça c'est pour les projets en ferronnerie si vous avez envie d'apprendre tout ça. Les enduits et les joints à la chaux, ça se passe aussi avec Lucie Nouvelle. Ça c'est en octobre. Mais n'hésitez pas si vous avez besoin ou si vous avez envie d'informations à venir sur le site. Et puis, par exemple, là je vais aller, s'il veut bien, non, il veut pas, sur la formation de Camille. Et puis, vous pouvez cliquer sur ce gros bouton Demander des renseignements. Comme ça me vient directement. Là, vous pouvez dire, ben, je veux juste savoir. Bah, déjà, lisez bien la page, s'il vous plaît. Lisez déjà bien la page, parce que normalement, il y a tout qui est écrit dessus. Mais voilà, si vous voulez savoir les prochaines sessions, si vous voulez juste être informé, si vous voulez autre chose, cliquez sur Demander des renseignements. Et puis, ça va vous amener vers un petit questionnaire. Et moi, je reçois ça directement. Vous pouvez aussi poser une question ici, sur une question, mais alors ça passe par par l'équipe de Théo et Laura, donc ça fait un peu un ricochet. Donc les renseignements, posez-les à moi directement, c'est ici que ça se passe. Voilà, voilà. Et puis c'était aussi une bonne manière de vous montrer la formation de Camille, donc du 25 au 26 août. Voilà, ça c'était un petit peu pour faire le point sur le pôle formation de Twiza qui, comme je le disais, vient d'ouvrir. Je vais arrêter le partage, vous reprendre ici. Je vais vous envoyer tout ça dans les commentaires, comme ça vous avez déjà les premières informations. Je dis commentaires, c'est plutôt dans le chat, on dit sur Zoom. Hop, voilà, bon, là, ça fait gros spam. Dans le chat, vous aurez du mal à le louper, hein. Là, j'ai vraiment collé tout le pâté. Euh, ok, bon, c'est pas très joli comme ça, mais je pense que vous me pardonnerez. Je vais essayer de faire mieux là, tout à l'heure. C'était juste pour pas rester là à vous remplir de paroles alors que vous avez envie d'en savoir plus sur la chauline. Du coup, Camille, ça va être à nous. Est-ce que, s'il te plaît, tu veux bien te présenter en quelques mots? Nous parler de ton parcours, nous parler de ben, qu'est-ce qui t'amène jusqu'ici. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je suis Camille Bonnard. Ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années que je me dédie entièrement, corps et âme, au travail de la chaux et des enduits, un peu en général, mais en gardant les liants naturels en... Ah, merci, merci Gauthier. Oui. Donc c'est ça c'est ma petite entreprise enduit naturel décoratif. Donc, que j'ai ouvert il y a 13 ans maintenant, 14 ans, ouais. Donc, tout type d'enduit jusqu'au sol, donc en terre cuite, voilà. Particulièrement centré sur donc la restauration du patrimoine. C'est ce qui me parle beaucoup. J'ai aussi beaucoup construit en paille, fut un temps. Et je continue d'ailleurs, mais voilà, je travaille un peu sur ces deux tableaux, quoi, sur la performance du bâtiment biosourcé et et sur la thermique du bâti ancien aussi. Donc j'ai un peu ces volets-là là, qu'on voit sur mon site. Voilà. Et Pardon, je vais pas te déconcentrer en montrant le site, hein, excuse-moi. ouais, Vas-y. pas de souci. Sinon, donc mon cursus, ouais, j'ai fait donc une formation en restauration du patrimoine à Carcassonne pour commencer, pour voilà, pour me familiariser avec un peu, être un peu généraliste dans le bâtiment. Donc, voilà, voir quels sont les enjeux, les structures dans le Et ça, bâtiment ancien. tu l'as fait, t'avais quel passif? Parce que souvent les artisans, et puis dans le monde de la construction écologique, hein, on a souvent multicasquette. Tu faisais autre chose avant?
Alors avant, oui, j'ai fait des études de physique. Voilà, j'ai fait un doc de sciences de la matière et une licence de physique. Ça, c'était juste avant de me... Mais déjà, j'avais un pied dans le bâtiment. Ça m'intéressait beaucoup. Je faisais des chantiers l'été. Voilà. Dès que j'avais un moment, ça m'intéressait beaucoup, quoi. Notamment la construction en paille à l'époque, qui était un peu... c'était en 2000, ouais, en 2001, 2002. C'était un peu le renouveau de la construction en paille en France. C'était encore le tout début. Et là, j'ai commencé à construire. À l'époque, j'habitais en Andalousie, en Espagne, au sud de l'Espagne. Et là, j'ai construit plusieurs bâtiments en paille en encadrant des stages et en recevant aussi des formateurs, bien sûr, Ok. La sur mes science de la chantiers. matière, tu m'étonnes, enfin, je crois que ça Ouais, commence avec la chaux vive, là, ça commence à faire des ponts, là. c'est ça. Ça fait beaucoup de ponts et je me rends compte maintenant que ouais, ça faisait partie de mon parcours aussi, de commencer par ça. Et sans savoir que j'allais faire du bâtiment après, hein, mais je pense avec quand même un certain penchant pour le bâtiment. Ouais. Voilà, et ça, c'était dans les années, bah, ça fait il y a 25 ans maintenant, hein, presque. Ouais, ouais, ça va vite. Excellent. Après, je me suis aussi beaucoup penché, donc grâce à Rachid Mizrahi, qui m'a vraiment introduit sur le tas de lactes et les stucs, donc tout ce qui est enduit fin à la chaux. Donc là, il y a une passion qui m'a tout d'un coup pris. Et donc là, ouais, j'en ai beaucoup pratiqué par la suite, et j'en pratique encore beaucoup. Donc, tous ces enduits fins, toutes les problématiques justement d'étanchéité et ouais, de savoir-faire, parce que c'est quand même c'est un sacré parcours aussi pour pouvoir faire un tas de lactes propres qui fonctionnent dans le temps. Je suis allé beaucoup, à l'époque où j'habitais en Espagne, je suis beaucoup allé au Maroc. Je suis allé une vingtaine de fois au Maroc justement pour voir, pour participer à des chantiers, pour regarder de près comment ça se passe en équipe. Voilà, sur des gros chantiers avec des grandes surfaces, c'était intéressant aussi. Voilà. Et après ça, ben, je me suis vraiment intéressé encore une fois au patrimoine avec Jean-Pierre Oliva, qui a écrit plusieurs volumes sur les matériaux écologiques, sur la thermique du bâti ancien et sur la thermique tout court du bâtiment, qui était très instructif. Donc j'ai participé aussi à un stage avec lui. Et ça m'a vraiment marqué. Il y a des paroles qui me restent encore bien, bien inscrites. Et bon, il est décédé depuis, hein, mais voilà, c'était un maître aussi. Voilà, voilà. Après, j'ai continué. Donc après, j'ai ouvert mon entreprise. Donc ça m'a pris beaucoup de temps déjà pour s'installer, pour être cohérent, pour savoir ouais, qu'on a 25 ans. Ben voilà, faut faire ses preuves aussi. Donc c'est toute une histoire de confiance aussi, d'apprendre petit à petit. Et de fil en aiguille, bah voilà, après, on va passer au mix hein, directement, parce que voilà. Là, il y a justement mon ami et formateur et maître aussi, Rachid Mizrahi, qui m'a introduit sur le tas de l'acte, qui nous a insufflé l'idée justement du hot mix, parce qu'il y a une étude en fait qui est partie du MIT, donc du Massachusetts Institute of Technology, donc une université assez très reconnue aux États-Unis, qui a fait une étude sur les bétons romains et mortiers romains. Voilà, expliquer pourquoi ces mortiers étaient si performants après 2000 ans, ils sont toujours là, sans avoir dégradé la pierre, sans avoir dégradé tout l'environnement qui est autour et toutes les interfaces. Et c'était quand même une grande question pour ceux qui sont dans le bâtiment et qui étaient restés un peu ouvertes. Mhm. Beaucoup d'artisans avaient déjà remarqué mais cette particularité, mais c'était resté, et des archéologues aussi, mais c'était resté un peu flou scientifiquement parlant, quoi. Et là, c'était en 2022, hein, ils ont démontré noir sur blanc que c'était des enduits faits à partir de chaux vives, euh, battus sur place, et avec tout un tas voilà, ils apportaient un soin particulier à la mise en place et, au malaxage du mortier à chaud, quoi. Voilà, c'est ça qu'ils ont démontré au MIT.
Et ils ont même démontré, quand ils sont allés plus loin, que c'était des mortiers auto-réparants. Quand il y a des petites fissures qui se créent avec le temps, les nodules de chaux qui n'ont pas été encore tout à fait éteints, ils vont, avec l'humidité, ils vont finir par remplir ces petites fissures, ces petits faïençages. Et c'est ça qui, finalement, fait la durabilité de ces mortiers, quoi. Eh ben, j'en profite, je saute là pour demander dans les commentaires, dites-moi s'il vous plaît, ou dites-nous si vous avez déjà entendu parler des hot mix ou si vous êtes complètement novice ou curieux, et si vous avez aussi entendu parler de cette étude qui est parue en 2023, je crois en 2025, là ouais, ça doit faire un an et demi, 2 ans, et qui parle du béton romain et où il y a eu vraiment une résurgence de l'intérêt pour le béton romain, pour la chaux en général, parce que je crois qu'il y a pas mal de grandes entreprises et de grands industriels qui sont aussi penchés sur la question pour savoir, tiens, qu'est-ce qui se passe, de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Donc, laissez-moi en commentaire, juste pour savoir, prendre un petit peu la température dans le chat, euh, si vous avez déjà entendu parler du hot mix ou si vous avez déjà entendu parler de mortier béton romain ou les deux, voilà, comme vous voulez. Oui et oui. Donc là, je vois qu'il y a déjà il y a eu plusieurs articles. Ok, super, super. Voilà, pardon, je t'ai coupé, Camille. Et donc, toi, c'est à ce moment-là où peut-être à travers Rachid ou bien toi-même, vous vous êtes dit, tiens, comment ça marche les mortiers à la chaux vive? Oui, alors ouais, c'est Rachid qui a insufflé ce vent nouveau en France, parce qu'il a invité premièrement Yotam Karmel, qui travaille en Palestine et en Israël, et qui est restaurateur du patrimoine, et qui, lui, était en contact avec Nigel Copsey. Donc, lui, c'est le ponte un peu de ce nouvel... c'est lui qui a aussi démontré par l'artisanat que c'était la bonne manière de faire des mortiers durables. Donc Nigel Copsey, il a écrit le livre, malheureusement pas encore traduit, ce serait bien de le traduire en français, Ouais. mais qui a Je l'ai écrit ce livre. commandé, il n'est pas encore arrivé, je suis dégoûté. Ouais, Mais ouais. en Il sachant est qu'il y avait... commandable sur Amazon, hein, c'est le seul endroit, je crois, pour l'instant, où on peut l'avoir. Et le titre, je peux vous dire, c'est Hot Mixed Lime and Natural Mortars. Donc c'est un livre très important qui redéfinit en fait vraiment tout le travail de la chaux dans le bâtiment et la terre, hein, parce que la chaux et terre, on se rend compte que c'est lié vraiment. C'est deux liants qui fonctionnent ensemble aussi. Et depuis l'aube de l'humanité, les humains ont découvert assez rapidement ce mode de former des mortiers en mélangeant la terre et la chaux. Et ils travaillent vraiment en collaboration étroite. Et si on regarde le bâti ancien, il y a souvent de l'argile, de la terre dans les mortiers de chaux. Et ça fonctionne très bien. Et est-ce qu'on peut dire que c'est du coup le travail de Nigel qui a beaucoup finalement popularisé l'idée d'utiliser des mortiers en Europe? Est-ce qu'il y avait Oui, d'autres personnes qui ont aidé à tout ça? Je mets le lien dans les commentaires pour ceux qui... alors oui, je ne connais pas tout le monde, hein, mais c'est lui qui a vraiment... donc lui, il est anglais, il est même écossais. Donc en Grande-Bretagne, il a fait vraiment un énorme travail. Il y a même certains cantons qui ont interdit la chaux hydraulique dans les monuments historiques. Et grâce à ses recherches à lui aussi, quoi. Ouais. Lui et d'autres, hein, il n'est pas tout seul, mais lui, il a écrit ce livre. Il a vraiment, il voyage dans le monde entier pour vraiment montrer cette méthode qui fonctionne. Et lui, il a un recul de 20 ans ou 30 ans, quoi. Donc c'est quand même vachement intéressant d'être, d'avoir de voir son discours et de l'écouter et de voir son travail derrière, quoi. Donc, après, il faut savoir qu'on est dans un renouveau. Donc, les humains ont pratiqué la chaux vive depuis la nuit des temps, depuis 12 000 ans, hein. On a retrouvé des enduits qui avaient 12 000 ans, des mortiers de chaux, faits à partir de chaux vives, évidemment. Et, euh, et là, donc, il y a eu des pauses, il y a eu des renversements, il y a eu l'avènement de la chaux hydraulique, le ciment, etc. Mais on se rend compte qu'on n'a jamais fait des meilleurs mortiers que cette époque-là.
Et notamment à l'époque romaine, c'est là où on a le plus d'exemples, c'est le plus facile à voir, parce que les bâtiments sont encore là, les mortiers sont encore là devant nous. On a juste à les regarder pour comprendre que finalement, c'est les mortiers les plus performants qu'on ait jamais fait. Voilà. Et c'est ça qui est assez marquant. Et donc, c'est comme une révélation, en fait, qui revient là depuis 3-4 ans seulement. Et c'est comme une révolution qui se fait dans le monde du bâtiment, du patrimoine, de la chaux et même de la terre. Donc, je trouve ça quand même très important d'en parler. Et aujourd'hui, on est là pour ça. Et je trouve ça une très belle initiative de ta part aussi, Gauthier. Et voilà, il y a comme un vent nouveau qui souffle. Ouais, mais moi, je suis particulièrement sensible à ces sujets, c'est vrai. Et puis oui, j'ai vraiment cette impression qu'il y a... c'est dur de voir du neuf dans ces milieux-là. Et puis, on n'a pas toujours envie non plus de remplacer les bonnes vieilles habitudes par quelque chose de différent. Mais là, on se rend compte qu'en fait, on remplace du neuf, que c'est la chaux hydraulique finalement qui est le produit nouveau et qui, et là, on revient donc à des choses beaucoup plus primitives, ou en tout cas beaucoup plus antiques. Je ne sais pas quel est le bon adjectif avec la chaux vive. Ouais, moi je dirais que c'est presque quelque chose d'un peu éternel, hein. Ça a toujours été là et on continue maintenant à l'utiliser. De nos jours, il y a forcément les pratiques changent un peu parce que maintenant on a des outils différents qu'on peut adapter au travail de la chaux vive. Et oui, mais moi je vois ça comme une continuité parce que au XVIIIe siècle aussi, il y a eu des écrits là-dessus, donc notamment de La Faille, Loriot, ils ont écrit là-dessus, ils ont carrément écrit un livre entier, hein. Comment reproduire ces mortiers romains. Donc c'est aussi intéressant d'aller voir ce qu'ils ont écrit parce qu'ils se sont posés beaucoup de questions qu'on se pose aujourd'hui. Et ouais, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment très instructif en fait de voir aussi les différents renouveaux qu'il y a eu. Qu'ont pas, eux, ils sont tombés un peu à une période un peu difficile parce que c'est juste après que la chaux hydraulique est apparue et le ciment. Donc il y a eu comme une envie aussi de découvrir d'autres matériaux, donc comme le ciment et la chaux hydraulique. Et voilà, on est là. Maintenant, on est un siècle après, un siècle et demi après, et on se rend compte que, avec le recul, que ça dégrade les pierres qui sont en contact avec les mortiers de ciment et les mortiers de chaux hydraulique aussi. On pensait qu'avec la chaux hydraulique, ça irait mieux, mais ça va pas beaucoup mieux. Il y a peut-être une petite amélioration, mais c'est pas un miracle. Et donc, je pense qu'on n'a qu'à retourner, on n'a qu'à revoir ce qu'ont fait les Romains et les autres aussi, hein, autour du bassin méditerranéen. Et même, alors même dans les Amériques, hein, il y a aussi eu de la chaux. Ils ont fait aussi des choses qu'on peut voir encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est quelque chose quand même assez universel qui mérite d'être approfondi et expliqué. Et voilà. Après, en tant qu'artisan, on voit une réelle. Quand on voit les textures qu'on travaille avec la chaux vive par rapport au sac qu'on nous vendait dans les magasins de matériaux de chaux éteinte, c'est vraiment une grosse différence. On a vraiment l'impression d'avoir un matériau beaucoup plus cohérent avec le bâtiment, la plasticité, la porosité qu'on aura après. Donc, la manière de gérer l'eau liquide est voilà, est révolutionnaire en fait là-dedans. Et ça a été inspecté au microscope hein, par le MIT, et donc on voit des coupes en couches fines. On voit que la porosité vraiment est parfaite. L'eau, elle s'évacue. Une fois qu'elle est là, elle s'évacue très vite vers l'extérieur. Voilà, il y a eu plein d'études là-dessus. Et c'est pourquoi c'est un matériau, un mortier aussi durable. Donc voilà, tout s'explique. Et en même temps, c'est très agréable à travailler. On a une plasticité, une adhérence, une rétention d'eau, une ouvrabilité largement supérieure qu'avec les autres mortiers formulés avec des chaux industriels. Voilà. C'est assez délirant parce que moi, j'ai jamais utilisé du hot mix, mais c'est vrai que déjà, entre le ciment et la chaux hydraulique, on se dit, ah, c'est pas la même chose, hein, il y a Ouais, vraiment... ouais, c'est vrai. Après, entre la chaux hydraulique et la chaux aérienne, on fait, ah Mhm. non, mec, non, non, mais c'est trop, c'est un abus. Après, entre la chaux en poudre et la chaux en pâte, on fait, ah ben non, mais quand même, Ouais,
Et là, maintenant, on arrive avec les hot mix. C'est juste Ouais. incroyable, quoi. J'ai vraiment envie d'en savoir plus. Je vais Ouais, venir ouais, sur. ben c'est voilà, c'est exactement ce que tu dis. C'est une progression vers une conscience en fait des matières qui on va encore plus loin et encore mieux quoi. Et c'est vraiment flagrant. Même une chaux en pâte fabriquée en hot mix, donc avec une élévation de température, hein, c'est ce que ça veut dire, maîtrisée, et ben on a une chaux en pâte de meilleure qualité. Là, j'ai fait des tas de lacts avec une chaux en pâte que j'ai faite moi-même, donc éteinte moi-même, avec une grosse élévation de température, et on a aussi une grosse différence. On voit une couche de calcin beaucoup plus épaisse sur le tas de lacts, si on regarde un peu à la loupe. C'est c'est assez miraculeux, quoi. On a quelque chose de beaucoup plus solide et en même temps souple. On a toutes les qualités qu'on veut, quoi. Voilà, qu'on a toujours voulu faire. On les a là, devant nous. Eh ben, écoute, là, c'est le moment où, normalement, dans les commentaires, enfin, dans le chat, vous allez vous dire, mais en fait, c'est le moment de poser des questions. Parce qu'on vous Ouais. montre le truc comme si c'était de nouveaux miracles, comment incarner. Euh, Mais voilà, et posez maintenant vos questions si vous en avez dans les commentaires. Nous, on va dérouler au fur et à mesure, mais autant faire ça de manière de plus, voilà, aussi interactive que possible. D'autant qu'on a dans le chat, on a quelques-uns d'entre vous qui ont déjà et qui la travaillent, notamment Olivier Touvenin. Et puis, il y a aussi Miltos qui dit qu'il a testé le béton romain. Donc c'est génial. On pourra, bah, tout à l'heure, Olivier, si tu veux, tu pourras nous faire un petit retour sur ton expérience avec ce genre de mortier. Et, et maintenant, ce qu'on peut faire, tu parlais justement de faire sa propre chaux en pâte et d'éteindre sa propre chaux. C'est quoi le principe, c'est quoi la différence pour ceux qui sont... Alors tout le monde n'est pas forcément très familier avec la chaux, donc je sais que tu sauras bien de pas rentrer forcément dans tous les détails, quoique si vous demandez, il n'y a aucun souci. Mais c'est quoi la différence entre l'extinction de la chaux vive et l'extinction des chaux en pâte comme on les connaît? Alors justement, quand on parle de hot mix, ça veut dire, on n'a pas encore trouvé un mot français. Ça me dérange un peu toujours de parler avec des anglicismes. Mais comment traduire hot mix? En fait, c'est donc provoquer, c'est favoriser en fait une, une élévation de température en fabriquant son mortier. Donc avec les agrégats ou sans, si on veut faire de la chaux en pâte, donc c'est sans agrégats. Mais on favorise, on essaie de doser justement l'eau d'une matière juste et précise pour qu'on ait une élévation de température. Si on met trop d'eau dans notre extinction, si on met 3 volumes d'eau par exemple, bah, on aura une élévation moyenne et on n'aura pas un hot mix. Pour avoir la définition d'un hot mix, c'est avoir une élévation de température au-dessus de 100 degrés. Donc il faut que notre mélange, notre mortier, notre champ pâte ait une réaction exothermique qui élève l'ensemble à plus de 100 degrés. C'est un peu ça qu'on a. Donc là, ouais, on est sur. Là, on travaille sur la définition, hein. Nous, on a. Donc, moi, je dis moi et nous, parce qu'on a un collectif aussi qui s'appelle Les Chaux Bouillantes. On est en train d'écrire un manifeste qui décrit ça plus précisément, qui va sortir, Inch'Allah, bientôt. Mais voilà, où on redéfinit ça. Et ça vient pas de nous. Nous, on a juste pas mal de pratiques, mais on a 2 ans de pratique derrière nous. On a fait des gros chantiers en chaux vive. Et donc, on a beaucoup discuté là-dessus. On a beaucoup rencontré de monde. On a fait les premières rencontres Hot Mix de France, hein, qui ont été faites là au printemps dernier. Voilà, on essaie d'installer en fait un ensemble de personnes qui sont intéressées par ça et de définir précisément les choses, qu'est-ce que c'est qu'un hot mix, etc. Et donc ça, c'est ressorti. Donc élévation à plus de 100 degrés. Donc quand on éteint notre chaux, c'est-à-dire il y a un peu moins de 2 volumes d'eau par volume de chaux qui est ajouté à la chaux en poudre pour, euh, pour qu'on ait une élévation correcte, quoi. Voilà, ça se mesure et à la longue, avec la pratique, on a plus à mesurer, on sait que ça a dépassé, on voit la réaction du. Et là, et encore, je m'étale pas sur les détails, mais il y a plein de manières. Il y a aussi on peut faire la fleur de chaux, donc c'est verser un petit peu d'eau sur les pierres de chaux vive pour faire de la fleur de chaux. La chaux, on appelle ça en italien, c'est la florata, donc c'est
la fleur de chaux, qui était notamment utilisée pour faire des sols vénitiens. Voilà, il y a plein de manières de faire encore. On va pas tout décrire là, mais on va dire un hot mix, c'est une élévation de température suffisante pour avoir après une porosité idéale et une cristallisation aussi idéale avec des plus grands cristaux. Voilà, on s'est rendu compte de ça aussi, quoi. Que si on faisait une élévation de température, ça changeait la structure interne du mortier une fois sec, une fois carbonaté. Voilà. Donc, euh, on aurait peut-être aussi pu dire que, je ne sais pas à quel niveau vous êtes familier, donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat, pour ce qui est de l'extinction de la chaux. La chaux, on n'a pas toujours besoin de l'éteindre parce que souvent on l'achète en sac et puis elle est déjà pré-éteinte. Mais ce que tu dis, ou ce que je comprends, c'est que souvent la chaux qu'on achète comme ça, qui est déjà éteinte en amont, eh ben, elle a été peut-être trop éteinte ou mal éteinte. Et avec la chaux vive, on peut vraiment contrôler le niveau d'humidité et d'eau qu'on va ajouter à la chaux pour la potentialiser au final. C'est ça, c'est le niveau d'hydratation qu'on peut contrôler nous-mêmes et justement pouvoir réaliser cette montée en température. Et ce qu'on achète dans le commerce, on ne sait pas du tout comment ça a été fait et on se rend compte que quand on fait un mortier, on va faire ça dans la formation, on va comparer un mortier fait à partir d'une chaux aérienne en sac et, et un autre mortier avec de la chaux vive en mode hot mix. Et là, on va voir une grosse différence de texture, quoi. Voilà, déjà ça, la première chose, c'est ce qu'on va voir en formation. Ça, on va comparer, on va voir notre ressenti, mais pour moi, il y a une grosse différence et une qualité largement supérieure. C'est comme si on avait un concentré de chaud, en fait. Toutes les molécules sont actives dans le hot mix, tandis que sur un mortier fait à partir d'une chaux éteinte industrielle qui a été stockée, on ne sait comment, qui a été éteinte, on ne sait comment, ils sont pas du tout transparents là-dessus. C'est des aspersions, c'est de la vapeur, on ne sait pas trop. Et donc, c'est des extinctions partielles et surtout sans lever de température suffisante, quoi. Et quand on voit les coupes au microscope avec une chaux industrielle et une chaux vive, enfin une chaux hot mix, on va dire, un mortier hot mix, on voit vraiment la différence de texture qui est vraiment... et surtout, un manque d'adhérence à l'agrégat, s'il y a des agrégats. Voilà, il y a tout ça qui joue et c'est flagrant, quoi, vraiment. Donc, la texture, tu dis elle est vraiment différente. Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres avantages à utiliser le mortier ou ce mortier-là, selon toi? Ah, il y a full d'avantages. Il y a, il y a donc, comme je disais aussi, une des conséquences les plus importantes, c'est la porosité idéale. Donc, autour d'un micron, si le mortier est bien fait. Donc, un micron, c'est la porosité idéale pour que l'eau puisse aller d'un point A vers un point B dans un mortier. Et donc, c'est ce qu'on cherche pour que le mortier soit, s'il est mouillé, s'il vient être mouillé un jour, eh ben, que l'eau soit évacuée le plus rapidement possible pour pas qu'il puisse geler, pour pas qu'il y ait il y ait des champignons qui s'installent dedans, etc., quoi. Donc, c'est ça un peu la conséquence et donc la durabilité du mortier, quoi. Autre avantage, c'est que bon, on travaille avec la chaux aérienne, donc on peut conserver le mortier aussi longtemps qu'on veut, aussi. Une Ok. fois, s'il nous reste des résidus sur un chantier, eh ben, on peut le mettre en bac avec un couvercle et on l'utilisera sur un autre chantier. Euh, donc là, il n'y a pas de limite de temps. Et ça change la texture entre le mortier justement qui est chaud et qui vient d'être préparé et puis le mortier qu'on va Ouais. construire. Voilà, plus on l'utilisera rapidement après son extinction, plus il sera agréable à poser, à projeter. On se rend compte qu'il y a une fluidité particulière quand il est encore tiède. Et plus on attendra, moins on aura ces bénéfices-là. Mais ils seront quand même là si ça a été éteint au-dessus de 100 degrés, quoi. Mais ça se conserve. Après, pour des couches de corps, etc., là où il y a moins d'enjeux, on peut le passer aussi là aussi, quoi. Et Ok. quels autres avantages? Ouais, on a dit quoi? On a dit la La porosité. texture, la conservation et Voilà. du coup, La tu dis, rétention d'eau aussi, ça c'est très important. On a une ouvrabilité beaucoup plus grande. Souvent, on est en stress quand on fait une façade, une finition sur une façade avec un grand métrage. Là, on a du temps pour talocher derrière, pour bien la comprimer, pour chasser toute l'air qu'il y a dans le mortier. Et donc, ça fait aussi une finition d'une meilleure qualité de ce point de vue-là. Euh, et du coup, tu dis c'est une chaux
aérienne, mais aussi loin que je comprenne, en tout cas des vidéos que j'ai pu voir, on peut quand même mettre une belle épaisseur. Donc il doit y avoir un fonctionnement ou une prise, je ne sais pas si c'est que une prise aérienne, parce que vu les épaisseurs qu'il y a, est-ce qu'on attend, est-ce qu'il faut attendre aussi longtemps qu'avec la chaux aérienne pour la prise à cœur? Alors, quand on a... Après, c'est comme là, pour moi, ça change pas énormément. Si on a des grosses épaisseurs à faire, c'est bien de l'hydrolytiser un peu, donc avec des pouzzolanes, avec ça, ça reste une. Donc le béton romain, c'est typiquement ça, hein. Un béton, on est sur des grosses épaisseurs. Il faut mettre quand même de la pouzzolane dedans ou de la brique pilée ou de la pierre ponce, voilà, ou des cendres pour qu'elles prennent à cœur fortement. Sur des couches de corps de 5 centimètres, on peut aussi s'en passer, hein. Elle devient vraiment. La cristallisation se fait très profondément. Je pense que c'est dû aussi à cette porosité. L'eau, elle a des beaux transferts dedans, donc l'eau qui amène le gaz carbonique pour carbonéter la chaux, elle va bien profondément aussi. Et donc voilà, là, il y a aussi une différence là-dessus, quoi. Du fait que c'est une chaux beaucoup plus concentrée, beaucoup plus le pourcentage de chaux libre est largement supérieur à une chaux issue d'une chaux industrielle. Donc on a vraiment, faut voir ça comme ça, comme un sirop de chaux, comme, voilà, comme quelque chose de beaucoup plus concentré et beaucoup plus ferme, tout en gardant toutes les qualités d'une chaux aérienne, donc la souplesse, la blancheur aussi, hein, la blancheur, voilà, si on veut pigmenter, si on veut faire des décorations, voilà, c'est hyper important aussi d'avoir cette pureté. Après, tout dépend aussi du fournisseur de chaux, hein, parce qu'il y a aussi quelques différences. Il y a plusieurs formats de chaux. Il y a la poudre, il y a le chaux vive, hein, je parle de chaux vive là. Donc, il y a la chaux en poudre micronisée, il y a la chaux en granulé et il y a la chaux en pierre aussi. Donc, il y a trois formes, trois granulats de chaux vive qu'on peut acheter dans le commerce là, actuellement. On pourra utiliser pour différentes destinations dans le bâtiment. Ok, ok. On va répondre aux questions. La question de l'approvisionnement est posée. On y Oui. répondra un peu après. Je rebondis sur ce que tu dis en termes de concentré de chaux. Et pourtant, c'est de la chaux vive. Donc, c'est un concentré de chaux à 4 fois moins cher au final. Parce que la chaux vive est Mhm. moins coûteuse aussi que la chaux. Oui, effectivement, ouais. 4 fois, voire 6 fois, parce qu'en fait, faut prendre en compte que la chaux, elle double de volume aussi. La chaux vive, une fois après extinction, elle double, voire ouais, 2,5 fois même. Donc, il y a un grand volume de chaux enfin, quand on fait des finitions, par exemple, on est sur du 1 pour 6, voilà, par rapport aux agrégats. Ah ouais. Donc là, on a une certaine économie au-dessus. Après, au poids, ouais, si on compare avec le poids, oui, c'est ça, entre 2 et 4 fois moins cher selon les fournisseurs, ouais, effectivement. Et j'ai vu je vais le mettre dans les commentaires. Donc, j'ai vu l'article de Luc Nepple qui, Oui. je vous le mets ici, qui traite justement des hot mix. Et ce qui était intéressant dedans, c'est qu'en fait, il y a aussi une forme de prise pouzzolanique, parce que selon les sables qu'on va utiliser, s'il y a des sables plus ou moins argileux, eh ben, Mhm. ce- cette chauffe va permettre la cuisson des argiles crues, si on veut. Et puis dans les agrégats pouzzolaniques, on sait que ce Mhm. sont justement des argiles cuites, ou de la terre Oui. cuite, ou de la pierre cuite, ou de la cendre même des fois. Ouais. Et là, ça va cuire in situ l'argile qui est dans le sable, quoi. C'est ça. C'est comme s'il y a des liaisons supplémentaires qui vont se former avec les argiles et même avec les matériaux siliceux, hein, comme le sable. Il y a des liaisons qui vont se former grâce à cette hausse de température. Parce que justement, en hot mix, on mélange, encore une fois, on fait un mortier à partir d'agrégats et de liants et on va faire chauffer tout ça en même temps. Voilà. Même les fibres, on peut les faire chauffer. Après, faut être prudent avec les fibres parce que ça peut les dégrader aussi. Mais des fois, c'est pas gênant si on les dégrade un peu, hein, comme le chanvre. Ça les affine plutôt. Mais des fois, on va être amené à les mettre après, hein, les fibres aussi, si on veut surtout qu'elles soient décoratives. On veut pas qu'elles changent de couleur, etc. Donc, on les rajoute après, une fois que le mortier a un peu tiédi. Voilà. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de liaisons qui se forment en plus des liaisons carbone, hein. Donc, la chaux aérienne, elle durcit grâce à la carbonatation, hein. Donc, c'est des liaisons carbone qui se forment.
Et là, oui, oui, on n'a pas encore tout. On est au début de la redécouverte, hein, donc il y a il y a une exploration énorme à faire encore sur les enduits et sur les mortiers et sur les agrégats qu'on met dedans. Il y a plein de choses intéressantes à découvrir. Voilà, c'est infini, je pense. On trouvera toujours des autres recettes et des autres avantages selon la destination du mortier, quoi. Voilà. Ok, ok. Et comme le mortier romain, du coup, les nodules de chaux qui restent dans le corps d'enduit peuvent être réactivés au fur et à mesure du temps, ou est-ce que finalement, il y a quand même une carbonatation globale ou totale qui se fait quand on l'utilise sous forme d'enduit? Et oui, oui, non, il y aura toujours des petits nodules de chaux on appelle ça des clastes. Donc, c'est des petites particules de chaux qui n'ont pas été éteintes lors de la montée en température. Elles ont été partiellement éteintes, mais il y a encore un noyau de chaux qui va rester actif sur toute la vie du mortier. Toute la vie du mortier. Donc, si on, imaginez, on fait un enduit de finition hein, sur une façade, on aura ces micro-particules de chaux qui, à chaque fois que l'eau va les atteindre, va libérer un peu de calcin et enfin, va libérer un peu de chaux vive. Ça va faire une micro-extinction à cet endroit-là et ça va regarnir l'enduit de calcin et va le resolidifier à chaque fois. Donc, c'est ce que MIT a démontré, hein, qu'il y a une auto-réparation, c'est ça, hein. Donc, c'est la libération de chaux libre qui va, à chaque fois qu'il y a une humidité, ça peut être aussi juste une condensation hein, qui se passe dans le mur, dans le cas des mortiers de gourdage, et ben, on aura à chaque fois un peu de chaux libre qui va circuler par porosité et qui va recalciner dedans, enfin, recarbonater plutôt, recarbonater, et donc resolidifier le mortier, où qu'il soit dans le mur. Voilà. Et notamment, c'est intéressant pour les façades. Hein. Les façades, on veut qu'elles durent longtemps. Et donc, voilà, on aura ces clastes qui vont se dissoudre un petit peu à chaque fois. À chaque fois qu'il y aura une tempête ou un orage qui va mouiller cette façade, eh ben, ça va le resolidifier. Voilà, c'est ça un peu quelque part le miracle de cette chose. Magie. Auto-réparation, ouais, c'est quand même incroyable. Ouais. C'est clair, c'est clair. Ok, ok. Bah écoute, on a vu un peu les avantages, les inconvénients maintenant. À quoi il faut faire attention? Voilà, quels sont, selon toi, les côtés moins intéressants, pas moins intéressants, peut-être moins positifs par rapport à d'autres shows? Alors, les avantages, les inconvénients, on peut dire que donc c'est une chaux qui est beaucoup plus réactive, donc potentiellement un peu plus dangereuse quand on est en contact directement avec la peau ou les yeux. Donc, il faut être un peu plus vigilant, peut-être. Il fallait aussi l'être hein, avec la chaux en sac. Elle est aussi un peu, elle est alcaline, hein, donc basique, à un pH élevé. Et donc, il faut se protéger la peau et les yeux avec des lunettes, voilà, et des manches longues. Donc ça, c'est peut-être quelque chose faut être un peu plus vigilant par rapport à ça. Mais c'est pas une énorme différence pour moi, mais quand même, faut le noter, faut vraiment être sur la sécurité, il faut être au clair là-dessus, faut se protéger. Il faut mettre des lunettes quand on travaille la chaux vive, notamment pendant l'extinction, le talochage, voilà. Donc ça, c'est une règle qui existait déjà avant, hein, avec le ciment aussi, hein, finalement. Voilà. Mais bon, là, il y a quand même une réactivité plus intense, une activité plus intense, donc il faut. Mais on a plein de solutions hein, pour pallier si jamais ça arrive tout de même dans l'œil. On a des petites pipettes qu'on peut mettre dans les yeux qui stoppent net la réaction. Voilà, faut juste le savoir. Ça, on en parlera aussi en formation. Euh, ah bah là, c'est peut-être les contenants. On peut plus travailler avec du plastique. On travaillera avec des contenants pour les extinctions, donc en métal ou en caoutchouc épais. Donc ça, c'est peut-être voilà un peu du matériel qui va changer un peu. Après, quand dans une manière professionnelle, nous on a investi donc dans des grands malaxeurs planétaires. Pour faire une extinction correcte, faut aussi broyer le mortier assez fortement pour que l'élévation de température ait lieu. Donc un malaxeur planétaire, hein, c'est un malaxeur c'est pas une bétonnière qui fonctionne par gravité, hein, qui fait simplement retourner le mortier. Là, on est sur un broyage, comme un peu un moulin, quoi. Voilà,
on mouline la matière. Voilà. horizontalement, ouais. Et voilà. Et ça force les particules de chaux à se réduire un peu. Et donc, ça fait une meilleure extinction, plus forte, on va dire. Et donc, l'élévation de température va se passer d'autant mieux. Et il me semble aussi qu'on n'est pas sûr parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui est habitués à l'extinction de chaux vives, où on va voir des gros bouillonnements et puis beaucoup d'eau. Là, comme on maîtrise l'eau, je pense qu'il n'y a pas cet effet de projection et de bouillonnement, non? Voilà, ben, alors si, il y a un bouillonnement, mais qui se passe entre deux couches de sable. C'est comme ça Ah, qu'on a géré la sécurité aussi par rapport à ça. C'est vrai que si on éteint de la chaux, si on veut faire de la chaux en pâte, par exemple, eh ben là, ça bouillonne vraiment fort. Et là, on n'a pas de matériaux, à part un couvercle à mettre sur la cuve, on n'a pas d'autres matériaux à mettre pour limiter ces projections. Mais là, il suffit de mettre un couvercle, hein, c'est pareil. Voilà. Il suffit d'être averti et d'avoir un process, quoi. Avant de faire quelque chose, on imagine comment ça va se passer et on essaie de pallier à la dangerosité des choses. Et là, si on fait un mortier avec des agrégats, en fait, on éteint la chaux entre deux couches de sable, tout simplement. Donc, le bouillonnement, il va avoir lieu, mais en interne. Et on va même couvrir le malaxeur pour garder le plus de chaleur possible dedans. On dit qu'il ne faut pas laisser s'échapper l'esprit de la chaux. Donc, l'esprit de la chaux, c'est un peu la vapeur qui va s'échapper. Et on va essayer de la maintenir dedans comme une cocotte minute. Voilà. On va essayer de le confiner en voilà, un cocon pour qu'il soit le plus au chaud possible. Voilà. Et ça, c'est pendant quelques minutes. Hein. Voilà, ça implique pas, finalement, on a calculé même le temps passé à faire l'extinction, voilà, pour parler des avantages et des désavantages. On a quelques minutes en plus peut-être à attendre l'extinction de la chaux, mais en attendant, on peut faire autre chose, on peut remplir des contenants pour le prochain mortier, et on n'a pas de... Voilà, c'est pas vraiment un désavantage, mais on met peut-être un peu plus de temps à faire une gâchée, mais si on s'organise bien, on peut préparer la suivante pendant ce moment d'extinction où on doit attendre un peu, quoi. Euh, voilà, donc les désavantages, c'est un peu ça. C'est des autres contenants, il faut investir dans d'autres machines peut-être si on veut travailler avec des machines. Voilà. Et puis les fournisseurs aussi, il y en a peut-être moins. On trouve pas ça. Voilà, faut des contenants qui soient étanches à l'air, donc des bidons avec des couvercles pour garder la chaux vive. Hein. Je parle c'est parce que ça se vend en sac aussi, donc il faut les maintenir bien fermés en dehors de la pluie. Voilà, faut être plus précautionneux sur le stockage des sacs, voilà, et le transport. Voilà. Ok, top, top. Eh ben, écoute, on va passer aux questions dans une minute. Je profite juste avant, pour ceux qui nous ont rejoints au vol, de rappeler que ben, si on est là tous aujourd'hui pour parler de la chaux vive, c'est parce qu'on lance une formation le 25 août et c'est bientôt. C'est même plus que bientôt. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Je vais mettre le lien dans le chat dans une minute. Et c'est donc Camille qui va prendre le lead de cette formation pour tout vous apprendre sur la chaux vive, son utilisation et puis ses qualités. Par contre, on va faire attention. C'est peut-être pour des personnes qui ont déjà un peu d'expérience avec la chaux. Donc, je vous invite à me consulter avant de vous inscrire si vous n'avez pas du tout d'expérience ou voilà, pour qu'on voit vraiment le profil, quel est le projet qui vous intéresse et comment est-ce qu'on peut vous aider. Le groupe, ce sont des petits groupes de 6 personnes maximum pour justement faire attention, à la sécurité sur place parce que justement, bah, ça reste de la chaux et puis d'autant plus de la chaux vive. Et puis, deuxièmement, pour la qualité un petit peu de la transmission et on va dire l'expérience pédagogique. Donc, ce sont des petits groupes de 6. Si vous êtes intéressé, cliquez sur Demander des renseignements. Voilà, la page, je vais vous la mettre, comme dit, dans les commentaires, dans le chat, dans une petite minute. Et comme ça, vous pouvez avoir plus d'informations ici sur cette formation, où d'abord, on va comprendre un petit peu plus en profondeur ce qu'est en train de nous dire Camille. Donc, la théorie, comprendre la chaux, comment ça fonctionne, c'est important de bien le savoir, même si vous êtes professionnel, de bien connaître les matériaux que vous utilisez, et puis après, commencer les pratiques avec l'extinction, et, et puis la mise en œuvre sur mur et les comparaisons et tout ça. Donc, est-ce que tu as quelque chose que tu peux nous dire sur cette formation, Camille, qui peut-être se trouve pas sur la page de présentation? Euh, C'est un peu, je te pose la ouais. question comme ça, mais je pense que tout est là. Alors, qui se trouve pas sur la page de présentation. Ou bien quelque chose d'important qu'est-ce qui te tient à cœur, toi? Qu'est-ce que tu as Ouais. envie de transmettre avec cette formation? Qu'est-ce que Voilà, tu ouais. as envie de
de parler de ce sujet-là. Ouais, ce qui me tient à cœur, en fait, c'est justement, c'est de comparer, en fait, les chaux industriels et la chaux qu'on va fabriquer, qu'on va éteindre nous-mêmes. On la fabrique pas entièrement nous-mêmes, hein, parce qu'il faudrait la cuire aussi. Ça viendra peut-être plus tard dans d'autres formations. Mais ce serait aussi intéressant de faire des formations en fabriquant, donc en partant du calcaire et en cuisant la chaux, voilà, pour avoir tout le cycle. Mais là, voilà, avec les hot mix, déjà, on prend la chaux dans une étape précédente, c'est-à-dire l'extinction. Et donc, moi, j'ai envie de faire ressentir aussi ces qualités plastiques de la chaux, des hot mix, par rapport à la chaux industrielle qu'on trouve dans le commerce. Déjà j'ai envie aussi de parler de comment formuler ces enduits ou ces mortiers selon la destination qu'ils auront dans le bâtiment. Donc, est-ce qu'on va faire une dalle? Est-ce qu'on va faire une couche de corps, une finition, une colle pour appliquer, pour coller des tomates, par exemple? Il y a énormément d'applications qu'on pourrait voir. Est-ce qu'on met des fibres? Voilà, les agrégats aussi, c'est tout un thème finalement, qui est relatif aussi au hot mix parce que, voilà, est-ce qu'on met de la pouzzolane? Est-ce qu'on met des agents qui vont hydrolysiser en fait cette chaux? Et pourquoi? Voilà. Il y a toujours le pourquoi on fait ça. Il ne faut pas faire systématiquement non plus. Des fois, ça ne sert à rien. Donc voilà, on va parler de tout ça et on va faire de la pratique, hein. On va projeter de la chaux, on va la sentir, voilà, on va essayer de la connaître. Voilà. En 2 jours, hein. Donc c'est assez court là pour l'instant, mais il y en a sûrement d'autres après où on pourra approfondir aussi sur d'autres domaines. Il y a les dalles aussi qui sont intéressantes, hein. On a fait des dalles là qui fonctionnent très bien, des dalles à la chaux vive. Voilà, ça va de se réapproprier tout ce qu'on faisait il y a un siècle et demi. Faut bien avoir conscience que tout le monde travaillait comme ça il y a un siècle et demi, hein. Là, on essaye de se réapproprier ça de nos jours avec nos outils actuels. Mais tous les siècles passés, toute l'humanité qui a derrière nous, elle a travaillé avec de la chaux vive. Donc, c'est pas non plus quelque chose de très dangereux par rapport à la dangerosité, hein. Ouais. Tout le monde, depuis des millénaires, on travaille avec cette chaux de cette manière-là. Donc, c'est juste une réappropriation. Il faut se réhabituer à ces modes-là. Et c'est important de le revoir, quoi, ensemble. Voilà. Ok, ok. Est-ce que on a encore Olivier avec nous? Olivier Touvenet ou Touve... Alors, pardon, excuse-moi, je vais écorcher ton nom. Euh, Touvenin. Est-ce que tu es encore là si tu veux? Et si tu es là, parce que je crois que tu as enlevé ta caméra tout à l'heure, si tu veux ajouter le micro, tu peux te joindre à nous et puis nous parler un peu de ton expérience, puisque ça fait plus d'un an que tu testes ces recettes-là. Et pendant que tu nous rejoins, je crois on va passer aux questions qui ont été posées dans le chat. Donc, alors, hop. Alors, on demande où est le livre. Donc, j'ai mis le lien pour ceux qui cherchaient le livre de Nigel Copsey. Non. Pardon, je lis en même temps qu'on est là. Donc, quelles sont les références de fabricants de cette chaux vive et plus largement, comment se fournir en chaux vive et où éventuellement? Alors, la chaux vive, elle se trouve actuellement, donc, elle se trouve pas ou très peu dans les magasins de construction, donc les fournisseurs classiques de construction. Elle se trouve plutôt dans les magasins qui fournissent donc des produits agricoles, parce que elle est beaucoup utilisée en agriculture pour justement pour corriger le pH d'un sol. On, euh, on a on déverse de la chaux vive pour bon, c'est un peu violent hein, comme méthode, mais c'est pratiqué encore. Et donc, dans les fournitures agricoles, on trouve ça. Donc, il y a Oxyfertile, hein, moi, c'est celle que j'utilise là actuellement. Oxyfertile, je crois que c'est Loist qui le Mhm. commercialise. Il faut savoir que c'est souvent des chaux espagnols, parce que c'est en Espagne ils ont encore beaucoup de fours à chaux. En France, on en a presque plus. Donc, même Saint-Astier hein, ne la fabrique pas en Dordogne, elle le fait venir d'Espagne.
Donc, on a plus beaucoup de chaux fournis en France, hein. Avis aux, aux amateurs et aux professionnels de la chaux de relancer la filière euh, chaux vive en France. Donc, alors là, il y a plusieurs marques espagnoles hein, qui en font. Et comment tu la distingues, du coup, quand tu vas chercher des chaux vives, parce qu'elles ont aussi, elles sont de qualité variable, puisque de Oui, source alors, variable, puis de destination variable, comment tu la reconnais, toi? donc il y a les trois granulats hein, que j'ai dit là, donc la pierre, la poudre et le gravier. Hein, c'est du 6-10 à peu près, hein, niveau millimètre, 6-10 millimètres. Ça, c'est la chaux en granulé. Celle en poudre, c'est du 0,2, quelque chose comme ça. Et en caillou, c'est comme du ballast, hein, c'est du 40-80, voilà. Donc il y a déjà ces trois granulés qu'il faut adapter à nos destinations de mortier. Donc, par exemple, pour la finition, on utilisera plutôt de la chaux micronisée, donc la chaux vive en poudre. Pour les couches de corps, c'est très bien la chaux en granulé. Et la chaux en pierre, alors ça, j'en ai pas encore utilisé, mais on pourrait faire de la fleur de chaux avec, on pourrait stabiliser des fondations qui sont en train de glisser. Par exemple, j'ai vu une vidéo où ils faisaient ça, où ils, ils tapissaient le fond en fait des fouilles pour stabiliser les sols. Voilà, c'est une destination aussi, la Ok. chaux vive en bloc. Voilà. Donc, il faut juste vérifier qu'elle soit assez pure. Parce que des fois, elle peut être mélangée à d'autres produits, hein, parce que les agriculteurs, des fois, ils combinent deux produits différents. Là, faut vérifier qu'elle est à 95%, 94%, 92% de chaux vive active. Voilà. Donc, chaux vive, hein, chimiquement, ça s'écrit CaO avec le O majuscule, donc oxyde de calcium aussi. Voilà, c'est ça qu'il faut vérifier. Et ça, c'est de la chaux vive. On peut être sûr, si c'est marqué 94% de CaO, ça veut dire que c'est une chaux utilisable pour faire ce genre d'opération. Ok, top, top, top. On nous demande, alors je n'ai pas le prénom, donc si on peut utiliser le mortier romain pour reprendre des murs d'une cave quand on ne peut pas drainer la terre à l'extérieur, est-ce que ça peut remplacer le ceinturage béton? Il y a des fois des questions, il n'y a pas de réponse définitive, Camille, Mm. voilà, mais tu peux répondre comme tu penses. Oui, la question, c'est, si j'ai bien compris, si on peut pas drainer derrière, c'est ça? Voilà, Est-ce est-ce que... que mortier romain intéressant pour mur d'une cave? Oui, oui, mortier romain, ouais, ou mortier hot mix, ça, on aura une porosité beaucoup plus efficace, donc ça peut que améliorer la situation, si elle est sauvable, hein, entre guillemets, parce que voilà, c'est miraculeux, mais il y a des limites aussi. Si vraiment il y a un mur qui est vraiment, où il y a une source derrière, ben là, ça va pas faire grand-chose. Ça va être stable, ça va durer dans le temps, mais on aura toujours un mur humide, hein, voilà. Par contre, si c'est des sointements saisonniers, etc., là, ça peut faire vraiment un effet qui fonctionne, quoi. Ok. Et Vu plutôt qu'on a hot une mix porosité. que mortier romain, non? Parce que mortier romain, on va quand même jouer sur la prise pouzzolanique, donc c'est peut-être un peu plus hydraulique. Voilà, il y a un côté hydraulique, mais on garde quand même la porosité idéale. Même s'il y a des liaisons hydrauliques, ce sera un mixte en fait de liaisons carbone, hein, donc de, de, de liaisons, on va dire, qui font des cristaux de 1 micron, voilà. Et pour renforcer tout ça en profondeur, on aura des liaisons hydrauliques qui vont chapeauter dessus. Donc, c'est comme une superposition de liaisons, de liaisons entre les molécules, quoi. Voilà, pour faire rapidement. Donc, on garde quand même la bonne porosité, même si elle devient hydraulique, voilà, dans le fond, voilà. Et Avec cette méthode mixte. Ouais. pardon. Elle demande est-ce que ça peut remplacer un ceinturage en béton? Alors, ceinturage, je pense que c'est pas l'endroit où on met un ceinturage en règle générale. Et Non. je pense pas que ça a vocation à remplacer le béton. Bon. Ouais, bah oui, parce que en fait là, ceinturage, moi quand j'entends ceinturage, j'entends béton armé, donc avec de la ferraille dedans. Donc ça, non, avec la chaux vive, on travaille pas, ni avec la chaux en général, on travaille pas avec de la ferraille parce qu'elle se ferait assez rapidement corroder. Et donc la ferraille n'a pas de sens là-dedans. Donc non, ça ne remplace
pas un ceinturage béton. Pas de Le souci. béton armé, ouais, c'est pour faire ouais, c'est du structurel. Là, on est sur s'il y a voilà, c'est une autre application là. On a beaucoup de questions, Camille. Ouais, J'en ai encore de côté, donc il n'y a pas de souci. très Je bien. pense qu'on peut dire que ça ne remplace pas. Il y a Arnaud qui nous demande, coucou Arnaud, je sais pas, j'en profite pour te faire coucou. Quelle épaisseur d'enduit hot mixte pour quel temps de séchage ou de prise? Ah oui, alors on est sur une question qui est très variable selon tout est dépendant en fait avec ces enduits-là, comme ils sont poreux, on est vraiment dépendant de l'humidité ambiante, du vent, du soleil, de la pluie. Donc là, je peux pas répondre à cette question comme ça. Ce que je sais, moi, d'après mon expérience maintenant et ma comparaison, je travaille la chaux depuis 20 ans, voire 25 ans, et ce que j'ai vu avec maintenant la chaux vive depuis 2 ans, que maintenant, pour moi, il n'y a plus de retour en arrière. J'utilise de la chaux vive pour toutes les applications. C'est très rare que j'utilise autre chose. Mais ce que j'ai vu, c'est une ouvrabilité beaucoup plus grande. Donc, c'est l'avantage que j'ai décrit tout à l'heure. On a la chaux reste plastique, même appliquée sur le mur, elle reste plastique beaucoup plus longtemps. C'est comme si elle retenait plus longtemps les molécules d'eau. Donc, c'est un avantage hein, pour la chaux. On veut qu'il y ait une bonne carbonatation. Donc, elle sera plus longtemps humide. Et donc, le flux d'eau et donc de gaz carbonique qui va pouvoir rentrer en profondeur, on sera exposé plus longtemps au gaz carbonique et c'est ce qu'on veut pour la chaux aérienne. On veut qu'elle carbonate le mieux possible. Donc, si elle est exposée plus longtemps au gaz carbonique, elle sera d'autant plus solide dans le temps. Voilà. Par contre, il y a pas, je ne peux pas dire un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Je sais qu'on a fait des façades bien exposées au soleil avec une chaux en sac hydraulique. Là, on avait 1 heure pour talocher, mais là, on peut avoir plutôt 4 heures ou 5 heures. Voilà, on a un facteur comme ça de 4 ou 5 sur les mêmes conditions. Si ma mémoire est bonne, hein, là, c'est un peu flou hein, ce que je dis, mais c'est dans cet ordre-là, quoi. On a beaucoup plus de temps pour talocher, pour rendre l'enduit fini beaucoup mieux. Et même pour les couches de corps, pour le dressage, on a beaucoup plus de temps aussi. Donc, c'est quand même un gros avantage. Et moi, tu vois, il y a genre deux contradictions que j'ai dans mon cerveau, ça fait un bug. Je me dis, comment est-ce que, voilà, tu vas pouvoir peut-être m'éclairer un peu. La première, c'est que souvent avec la chaux, j'avais tendance à dire que donc préparer sa chaux aérienne en avance, surtout si elle est en poudre, pour qu'elle puisse bien s'hydrater et donc tu vois que la chose développe et puis qu'elle soit aussi plus onctueuse et plus facile à passer. Donc déjà ça, avec les hot mix, on l'a pas parce que forcément il y a un contrôle qui est plus méthodique du volume d'eau. Et la deuxième chose que je répète souvent et maintenant je vais ou me mordre la langue ou bien faire attention à comment ou me poser plus de questions, c'est plus plus l'enduit ou plus le mortier va sécher doucement avec la chaux, mieux se fera la carbonatation. Donc au final, enfin voilà, il y aura moins de fissuration, il y aura plus de résistance, moins de poudrage parce que la chaux, elle aime prendre son temps, quitte à la remouiller. Moi, je la revaporise derrière pour que vraiment ça se fasse une carbonatation lente. Et alors que là, on est avec un mortier qui lui-même est chaud, donc lui-même produit, si tu veux, l'évaporation de l'eau qui le contient et qui finalement a une ouvrabilité plus longue. C'est juste incroyable. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est étonnant. C'est un peu contre-intuitif peut-être aussi, hein. Mais ça, on le comprend en manipulant la matière. Enfin, on le comprend. On le voit que ça se passe comme ça, sans pouvoir forcément l'expliquer. Mais c'est vrai que quand on a un mortier tiède dans les mains, il sèche pas plus vite qu'un mortier froid. Voilà. C'est au contraire. Mais ça vient de la structure interne, hein. Ça vient vraiment là. Il y a une affinité avec l'eau qui est peut-être plus grande et qui évite cette évaporation précoce qu'on veut éviter à tout prix, quoi. Donc ça, on le voit en le faisant. Faut que je lui mette, faut que je lui mette. Et là, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que c'est intéressant. En fait, c'est quelque chose, c'est une appropriation que doit se faire. Ça se fait par la base, si tu parles par les artisans. C'est les artisans qui doivent reconnaître ce- ce- ces avantages qu'on a à travailler avec la chaux vive, parce que les architectes et les ingénieurs, ils vont jamais comprendre vu qu'ils manipulent pas eux-mêmes la chaux. C'est vraiment quelque chose qui vient des artisans, et ça, Nigel insiste beaucoup là-dessus. C'est une révolution qui vient de la base, c'est-à-dire des artisans et des ouvriers du bâtiment. Et donc ça, pour le faire comprendre, pour le faire remonter là-haut, c'est nous qui devons en parler aux architectes et les convaincre d'utiliser cette méthode-là pour avoir des bâtiments durables. Et c'est quelque chose qui est assez sensitif finalement aussi, quoi.
on sent que c'est mieux et on le voit que c'est mieux. On voit que les enduits sont beaucoup plus résistants dans le temps, etc. Et ça, c'est quelque chose qui vient de nous, les artisans, de ceux qui pratiquent la chaux. Et ça, c'est, voilà, pour rebondir à, à ce que Ouais. tu dis, on le comprend quand on travaille la chaux. Et, euh, et c'est pas de la théorie, quoi. Voilà. Ok, ok. Eh ben écoute, prochaine question. Quelle chaux vive, poudre ou grain ou granule, suivant les usages, entre parenthèses, enduit, mortier, badigeon, est-ce que tu fais une distinction? Oui, alors, comme je disais un peu avant, pour les finitions, c'est bien d'utiliser la chaux fine parce que la chaux en granulé, elle va mettre trop de temps, elle va pouvoir, ça va, ça va pouvoir, si on utilise la chaux en granulé en finition, ça risquerait de créer le lendemain ou dans la semaine qui suit, le temps que ça carbonate, il y aura des espèces de pétards, il y aura des grains qui vont éclater, il y aura une extinction en fait tardive qui va se faire dans ces gros grains qui vont rester entiers ou pas assez petits. Et ça va quand même créer des petits, on va dire Des éclats? des éclats. Ouais, il y avait un terme plus intéressant là-dessus. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, bref, tardivement, même ça peut arriver 3 jours après si on utilise la chaux en grain sur une finition, hein, seulement sur une finition, ou sur un badigeon. Voilà, on aura trop à tamiser, donc on va ajouter la moitié de la chaux, c'est pas intéressant. Donc autant partir d'une chaux assez fine pour pouvoir faire des badigeons ou des finitions à la chaux, genre des tas de lactes, des stucs, ou même des finitions talochées pour une façade. Après, on peut aussi utiliser la chaux en pierre, donc en bloc, et là, pratiquer une extinction particulière pour faire de la fleur de chaux, qui va aussi qui va la réduire en poudre très rapidement. On assistera carrément à un bouillonnement sec, c'est assez étonnant. On va verser de l'eau tout doucement sur des pierres de chaux, donc des gros blocs. Là, je parle des blocs de 8 cm de diamètre, hein. Et là, ça va créer un bouillonnement finalement, mais à sec. On va pas voir un liquide qui va bouillonner, on va voir de la chaux en poudre qui va bouillonner. Et ça, c'est la fleur de chaux, donc qui va monter à très haute température. Ça monte jusqu'à 200, 300 degrés. Il y a un collègue qui l'a fait là récemment. Et ça bouillonne à sec. C'est assez étonnant. Et là, on aura aussi une chaux très fine qu'on pourra utiliser après. On l'hydratera comme on voudra pour faire des badigeons ou des enduits fins. Voilà. Sauf que c'est un peu plus laborieux à faire. On ne peut pas faire des centaines de litres comme ça. Donc ça, on le gardera pour faire des badigeons ou des finitions fines. Voilà, ça c'est la fleur de chaux. Et après, la chaux en granulé, moi j'aime bien l'utiliser en couche de corps, pour les dalles, pour tout ce qui est un peu plus grossier, pour les couches de préparation. Elle fonctionne très bien. On a une très bonne extinction aussi avec. On a une très haute élévation de température parce on a affaire à des gros grains qui vont se broyer dans la machine. Et là, on aura une très belle montée en température avec cette chaux-là. Ok, ok, Donc top. voilà la destination. Et les blocs, comme je disais, bah, ça sert aussi à stabiliser des sols qui seraient un peu trop humides ou instables avec trop d'argile. Bah, on peut enfoncer des blocs ou tapisser le fond d'une fondation. Ou voilà, il y a plein de destinations aussi avec ces blocs de chaux. Ok, top, top, top. Thomas demande où se former pour les bétons romains, qui finalement c'est un cousin des hot mix. Mais avant que tu répondes, je veux vous demander, n'hésitez pas à dire dans les commentaires que vous regardiez en replay ou que vous soyez là présent, quels sont les types de formations que vous chercheriez à faire. Voilà, parce que moi ça m'intéresse de le savoir, dans le sens où bah, ça peut orienter une décision dans un sens ou dans l'autre. Donc à quoi est-ce que vous aimeriez, dans vos rêves les plus fous, vous former dans la construction écologique? N'hésitez pas à le dire dans le chat. Et toi, tu sais où est-ce qu'on peut se former pour les bétons romains, Camille? Euh, alors, spécifiquement pour les bétons romains, en fait, pour reprendre un peu, pour corriger un peu ce que tu as dit avant, en fait, un béton romain, c'est un hot mix aussi, hein. Ça fait partie. Il y a une élévation de température, sauf qu'on travaille avec des agrégats plus épais, donc de la pouzola dans des cailloux, etc. Donc, c'est un hot mix. Et donc, où se former, je ne sais pas encore, non? C'est c'est- c'est à voir. Toi? Chez moi, par exemple, chez Rachid Mizrahi, qui lui maîtrise aussi toutes ces techniques à perfection, chez les chaux bouillantes en général, donc on est 12 à avoir fait, on n'a pas parlé de ce chantier, mais on a fait un grand chantier à Arles, qui est la restauration de la clinique Paoli.
où là, on a travaillé tout en chaux vive. C'est un peu une première en France, un chantier de cette ampleur et en haute mix, et qui a vraiment été déclaré comme tel. Hein, c'est un chantier où on a travaillé vraiment avec cette technique en élévation de température, avec toutes les normes de sécurité assurables et tout ça. Donc, c'est intéressant. Et donc là, on a un groupe là qui s'appelle les Chaux Bouillantes, avec qui on écrit aussi ce manifeste, etc. Et là, avec toutes ces personnes, elles sont aptes à donner des formations. Et voilà, c'est le début d'un réseau, voilà, qui se met en place. Voilà. Donc je peux pas dire, j'ai pas, il n'y a pas de centre formation. C'est encore trop neuf en fait pour. Je sais qu'il y a, ça existe hein, des formations en béton romain, mais est-ce qu'ils le font en hot mix? Je ne, je ne sais pas. C'est pas marqué dessus en tout cas. J'ai vu passer des choses sur les bétons romains, mais voilà. Je peux. Ce qui est important, c'est quand même cette, enfin, selon Nigel et selon nous, Nigel Cobbs, on est dans cette lignée-là où il faut faire une élévation de température. Est-ce que voilà. Est-ce que tout le monde le fait? Non, parce il y a toujours eu des praticiens de la chaux vive. Hein. D'ailleurs, dans les rencontres qu'on a fait au printemps, il y a eu des praticiens de la chaux vive, mais qui ne faisaient pas forcément attention à l'élévation de la température. Ils avaient d'autres pratiques. On a échangé là-dessus et c'était très intéressant aussi, parce qu'il y en avait qui avaient 20 ans d'expérience là-dedans. Et on a pu comparer des choses, quoi. Donc, voilà. On en est là pour l'instant. On est dans ce renouveau et donc il y a encore peu de choses qui se passent. Je sais qu'il y a la Pierre au Carré à Arles aussi, c'est une entreprise de restauration du patrimoine qui travaille que avec la chaux vive aussi. Et eux font aussi probablement des formations, euh, notamment chez les compagnons. Donc voilà, il y a plusieurs pistes là-dessus à explorer. Ok. On a demandé, donc ça c'est les questions que j'ai reçues en amont. Est-ce que on peut utiliser pour faire des mortiers? C'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'enduit, tu as parlé un peu de dalles et de finition. Est-ce qu'on peut s'en servir pour faire des mortiers, pour faire une maçonnerie? Les mortiers de chaux vive? Oui, Oui, bien sûr. non, pas de Voilà, problème. mortier de hourdage. Oui, oui. C'est là où on va utiliser justement plutôt de la chaux en grain. Parce que voilà, on peut la malaxer en grande quantité assez rapidement. Donc, bien sûr, on peut un peu l'hydrolysiser aussi avec des pouzzolanes, des cendres, etc. Pour la rendre un peu plus hydraulique, pour qu'elle prenne en profondeur un peu plus rapidement, si on veut une prise un peu plus rapide aussi. Parce que ça, comme je disais, il y a une grosse rétention d'eau. Donc, la prise, elle peut paraître lente aussi dans ce cas-là où on veut, des fois, quand on pose des cailloux, qu'on fait de la maçonnerie, on veut que ça prenne assez rapidement pour pouvoir bâtir au-dessus, tout simplement. Donc là, ça peut être une technique aussi pour accélérer un peu la prise. On peut l'hydrolysiser légèrement pour, euh, pour qu'on ait une prise un peu plus rapide et pour avoir plus de confort de travail, selon le climat. Hein, parce que ouais, quand on travaille en hiver, par exemple, un mortier de chaux vive, il va mettre assez longtemps à amorcer sa prise, quoi. Hein. Donc voilà, ça, c'est adapté selon le climat aussi. Ok. C'est ça qui est intéressant. On revient vraiment aux bases. Hein. On adapte le mortier là où on travaille, la destination du mortier et au niveau climatique, etc. Quoi. On a tout ça en main et il faut savoir jongler un peu avec. Ok. Une autre question qui est un peu périphérique, bon, ben, je te la pose quand même. J'ai vu une vidéo avec des pros de la chaux qui l'utilisaient pour des murs de la douche. Est-ce que vous la conseillez? Et la question n'est pas finie. Le bas de mur pour les zones très humides, je prévois de laver le sol au Karcher. Je ne parle pas de remontée d'eau et comment se comporte l'enduit à la chaux avec des remontées d'eau. C'est un gros mix. C'est vrai que des fois, Ouais. certaines personnes qui sont moins habituées à ces matériaux ne savent pas très bien formuler les questions. Hum. Vas-y, la chaux dans la salle de bain et le Karcher. Alors dans la salle de bain, oui, bien sûr, comme on le disait avant, c'est voilà, c'est une chaux qui sera plus résistante à peu près à tout, puisqu'on a une couche de calcin beaucoup plus importante qui va se former en surface en comparant avec une chaux industrielle, hein, évidemment, toujours. Donc, au Karcher, ça dépend quel Karcher. Ça- voilà. Moi, je dirais la chaux, déjà, la chaux aérienne, elle met longtemps, même si elle paraît dure en surface, elle met quand même longtemps à carbonater. Moi, je dirais il faut quand même attendre plusieurs mois avant qu'elle soit vraiment à 90% de son fonctionnement, voilà, vital, on va dire. Donc, il faut quand même attendre plusieurs mois pour qu'elle ait vraiment toutes ses capacités.
Voilà. Donc attention avec un Karcher au tout début de. Voilà, faut pas juste attendre qu'elle soit sèche en surface, faut vraiment attendre qu'elle carbonate complètement. Et donc oui, si c'est bien fait, ça devrait tenir un Karcher. On a des enduits romains qui ont tenu 2000 ans, bon, pas au Karcher forcément, mais à des pluies pendant 2000 ans, je pense que ça vaut bien le coup de Karcher, voire plus. Il y a même des gels, voilà. Bref, ça devient très très résistant, mais il faut être patient aussi. Voilà, c'est la chaux aérienne en général. Il faut toujours être plus patient qu'avec un ciment ou une chaux hydraulique qui, elle, atteint, au bout de 28 jours, 90% de ses capacités. Là, on serait plutôt vers 4 ou 5 mois, 6 mois, selon les conditions climatiques, d'avoir toutes ces qualités-là, autant de souplesse que de dureté, que de résistance à l'abrasion, tout ça. Il faut Ok. attendre un peu plus Je que le rebondis, gaz carbonique s'intègre. je rebondis sur les conditions climatiques. Est-ce que finalement l'utilisation des hot mixed va changer par rapport à l'utilisation des chauds plus classiques avec les différentes températures? Donc très chaud, très froid, en dessous de 5 degrés ou zéro, ou bien plus que Ouais, 35. ouais, c'est assez intéressant parce que Nigel Copsey, lui, il a expérimenté des badigeons à moins 15 degrés et ça a tenu. Ça a tenu, ou même de la maçonnerie aussi. Ça évite, il faut surtout, il disait aussi, donc ça, j'ai pas expérimenté moi-même, hein, ça, c'est Nigel qui a expérimenté ça. Il a fait une expérimentation, enfin, c'était pas une expérimentation, il a juste bâti un mur en hot mix, donc en mortier hot mix, donc des pierres, un mortier hot mix. Il a couvert une partie parce qu'il savait qu'il allait geler le lendemain, donc il a couvert une partie. Et il n'y avait plus assez de bâche pour couvrir l'autre partie du mur. Et il s'est rendu compte que le lendemain, donc il avait bien gelé, il a fait un bon petit moins 12, moins 15, donc vraiment une belle gelée, quoi. Et il s'est rendu compte que ce qui était sous la bâche, ça avait gelé vraiment le mortier, il s'est effrité en surface. Par contre, le mortier qui n'a pas été couvert, lui est resté totalement résistant. Il a été insensible au gel. Ok. Alors, comment expliquer ça? Ça, c'est pas évident parce qu'on a une rétention d'eau, mais en même temps, donc supérieure. Donc, la bâche, lui, il explique ça comme ça. Sous la bâche, bah, ça a évité l'évaporation de l'eau. C'est ça, la Et condensation. donc, et par contre, la bâche, elle n'a pas évité la baisse de température, hein. Ça n'isole pas une bâche, c'est juste, ça a retenu l'eau. Et donc, il y a eu plus d'eau qui était en capacité de geler. Et donc, ça l'a détérioré. Tandis que l'autre, elle était à l'air libre, elle a peut-être eu plus le temps d'évacuer l'eau de surface. Et donc, elle n'a pas gelé en surface. Donc, ça, c'est assez intéressant, quoi. Ouais, ouais. Et donc, plus résistant au gel, on peut dire aussi, et à la chaleur par rapport à la rétention d'eau. Donc, si on a une évaporation très forte, eh ben, la chaux vive, enfin, le mortier de chaux vive va avoir tendance à retenir cette eau et de ne pas la lâcher aussi facilement que sur des mortiers conventionnels. Ok, donc une plus grande, si tu veux, un plus grand Voilà, plus spectre. grande plage, voilà, plus grande plage de travail sur les températures. Excellent. Avec les pigments et les oxydes, les terres, les pigments, est-ce que c'est une utilisation classique? Oui, complètement, là, ça ne change pas. Les pigments résistants à la chaux industrielle le seront aussi pour la chaux vive. Il y a pas de différence. On monte pas assez en température pour changer la couleur quand même. Parce que les oxydes de fer, en fait, elles changent de couleur en fonction de la température. Mais là, on parle plutôt de 800, 900, 1000 degrés. Voilà. Mais là, c'est pas le cas. Donc, ça ne change rien. Faut juste travailler toujours avec un grammage et pas avec un volume de chaux. Puisque la chaux double de volume, la chaux vive double de volume. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, faut faire toujours mesurer ses pigments par rapport au poids de la chaux. Mais c'est une règle qui était déjà appliquée avant, normalement. Donc, voilà, ça reste la même. Et une question, tu as répondu à moitié tout à l'heure avec les récipients, ou en tout cas les auges, tout ça. Est-ce que la chaux altère mes outils plus rapidement? Hmm. Enfin, cette chaux en Ouais. particulier. On va rester sur Oui, ça. oui, bon, là, c'est par rapport à la chaleur. Donc, faut proscrire vraiment les seaux en plastique, les auges en plastique. Le caoutchouc épais de bonne qualité, il peut tenir, mais ça le dégrade quand même plus vite, parce que forcément, il monte en température, donc il va se ramollir, il va devenir moins résistant.
Donc, ce qui est pas mal, c'est d'avoir des cuves aussi métalliques, quoi, hein, des cuves en inox ou en métal bien épais, en tôle bien épaisse. Ce qui est le cas des malaxeurs planétaires en général, hein. Moi, j'utilise beaucoup ça. J'en ai deux, là, des malaxeurs planétaires. C'est de la tôle qui fait 5 millimètres d'épaisseur. Donc là, ça l'oxyde, mais bon, voilà, on a de quoi voir venir, hein. On a plusieurs décennies devant nous pour les user, à les affiner de telle sorte. Voilà, c'est plus agressif, c'est sûr, par rapport voilà, c'est plus alcalin, donc plus basique, un pH plus élevé. Donc forcément, ça va avoir une petite, mais ça change pas vraiment en fait, hein. C'est juste un peu plus agressif par rapport au métal et au plastique, hein, évidemment par rapport à la chaleur. Ok, ok. Eh ben écoute, en fait, c'est quasiment bon. Là, on va la dernière question de l'Arnaud, et puis moi, ce sera bon au niveau des questions, qui demande dans l'hydrolysation de la chaux, quel type de cendre s'utilise? Alors, je ne sais pas si c'est exactement, si tu sauras répondre, mais Ouais, alors ça, j'ai pas assez de retours. Moi, j'utilise la cendre classique d'un feu de bois, de feuillu. Voilà, est-ce qu'il y a une différence avec du résineux, etc. Non, je prends la cendre qu'il y a, je la tamise pour enlever les grosses pièces, et puis c'est tout. Là, ce qui est important, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans la cendre? Pourquoi on utilise ça? C'est parce que on a à nouveau de la silice et de l'alumine, hein. C'est ce qui est un peu dans l'argile aussi. C'est le constituant de l'argile, c'est silice alumine qui va être cuit. Et ça, c'est un matériau qui est hydraulique. Donc, ça va rendre la chaux aérienne hydraulique. C'est un adjuvant hydrolysisant. Donc, à partir du moment où il y a de la silice et de l'alumine et que ça a été cuit, on peut dire que c'est. Et même, ce que disait Luc Nepple, il y a même des argiles crues qui peuvent être aussi légèrement hydrolysisantes. Voilà, ça c'est encore. Voilà, c'est encore une recherche à faire aussi. Il y a tellement Mais voilà, là, il faudra affiner tout ça. Mais en tout cas, silice alumine cuit, ça donne un adjuvant hydrolysisant. Et ça, que ce soit de la cendre, de la brique, donc de l'argile cuite, des pouzzolanes, de la pierre ponce, tout ça, c'est à base de silice alumine. Et il paraît, et aussi l'oxyde de fer, hein. L'oxyde de fer a aussi un rôle là-dedans aussi, quoi. Donc, tout ce qu'on trouve dans la terre cuite, hein, finalement, hein. Ce que faisaient les Romains, c'est beaucoup de béton à partir de tessons de tuiles, voilà, du recyclage, hein. Donc, ça fait partie. C'est une bonne manière de recycler la brique, la tuile cuite. Après, ça dépend aussi à quelle température ça a été cuit. Là, on a vu qu'il y avait des différences. Il y a des terres cuites qui marchent mieux que d'autres. Il semblerait que celles qui sont cuites trop haut, ça marche moins bien. Au mieux des tuiles qui ont été cuites à basse température. Donc, des tuiles anciennes, ça marcherait mieux qu'avec des tuiles modernes qui sont cuites à plus haute température. En fait, des tuiles de mauvaise qualité, il faudrait utiliser. Ou des tuiles romaines, carrément. Les Romains, ils cuisaient pas si haut que ça, hein, parce que voilà, il fallait des fours. Voilà, c'était pas des fours à gaz, c'était des fours à bois. Donc, voilà, il y a peut-être quelque chose aussi là-dessus à voir. Voilà, grosso modo, ce que je peux répondre sur ça. ok. Eh ben écoute, on arrive au bout. Pardon, moi j'étais sur mes copies là que je vais vous mettre dans les commentaires. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais rajouter avant qu'on, avant de se laisser? On a dit beaucoup de choses déjà, mais Ouais, ouais, c'est ça. il y a un élément que c'est pas obligé, hein. C'est vraiment juste si j'ai oublié de te poser une question, il y a peut-être quelque chose que tu aurais aimé. Ouais, je regarde mes petites notes. Ouais, pour revenir à la formation, quoi, c'est ça. Ce que j'ai envie de transmettre, c'est cette vue un peu dans le détail de ce liant chaud qui est un liant extraordinaire. Donc, moi qui me passionne depuis tellement d'années. Il faut pas oublier que c'est un matériau qui est issu du vivant, hein. Le calcaire, si on regarde au microscope, c'est que des micro-organismes qui ont été accumulés et qui ont été. Donc voilà, c'est quelque chose, ça fait partie de nous, c'est du vivant, c'est nos ancêtres finalement, hein. On peut dire nos ancêtres, les mollusques aussi, qui ont été là. C'est un empilement. Voilà, le calcaire, c'est du vivant, c'est intégralement du vivant, fossilisé, qu'on réutilise là. C'est pour ça qu'on a ces cycles de vie là, de la chaux qui fait un peu comme, on peut faire une comparaison avec le cycle de la vie. C'est un cycle, la chaux. On peut la recuire, on peut la transformer en une forme voulue, et la recuire, et ainsi de suite, à l'infini. Donc, c'est le cycle. Donc, voilà, on peut faire pas mal on peut faire de la philosophie sur la chaux, pratiquement. Ah, Donc, voilà, c'est du vivant. On travaille avec du vivant. C'est pas du minéral classique. C'est pas de la silice ou de l'alumine. On est sur du calcaire. Voilà.
de nos ancêtres qui sont là et on travaille avec et on peut faire des très belles choses. Et j'ai envie de donner goût à tout ça pendant ces formations et voilà, j'ai envie que ce soit quelque chose de vivant dans tous les sens du terme et qu'il y ait des questions et qu'il y ait de la motivation et de la joie. Voilà. Exactement. La joie. Et ça fait partie aussi des valeurs qu'on a envie de porter avec Twiza. Je Mm. l'ai pas dit en entrée, mais qui est vraiment cette notion de convivialité, c'est-à-dire vous faire venir, partager un moment tous ensemble et pas juste apprendre bêtement quelque chose. Vous Mm. le savez, parce que tous ceux qui suivent un peu Twiza et qui sont là ont déjà ces grandes valeurs au cœur, mais voilà, c'est vrai que ça vaut le coup de le répéter. Passer un bon moment, c'est beaucoup plus Mm. mémorable, c'est beaucoup plus intéressant. Et oui, juste l'autonomie aussi. On gagnerait, en apprenant ces méthodes ancestrales, on gagnerait aussi de l'autonomie parce voilà, on a une étape en plus sur le cycle de la chaux à réaliser. Donc, par rapport à l'extinction, hein, je parle, on n'a pas un sac tout fait qui vient devant nous. On la prend une étape avant et voilà. On essaye de faire ça avec soin et voilà. C'est aussi un gain d'autonomie pour chacun. Parce qu'il y a beaucoup d'autoconstructeurs aussi hein, dans Twiza, donc c'est important l'autonomie. Mais je pense que ça parle à pas mal de monde. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, écoute, je te remercie, Camille. Pendant que je te dis au revoir, je repasse à l'écran les formations de Twiza. Si vous êtes intéressé, vous savez maintenant hein, où les trouver, mais je vous le redis quand même, sait-on jamais. Ça va. Donc, Femme bâtisseuse, c'est fait. À partir de Hot Mix, on a construire en grèbe les enduits de terre crue. On a le tas de l'acte avec Bruno Boutry, construire, restaurer en pierre sèche. Et puis, tout ce qui va être soudure et ferronnerie avec savoir-faire et les joints et enduits à la chaux. Et bien entendu, of course, la formation de Camille que vous retrouverez. Vous savez où trouver le lien. C'est ici que ça se passe. C'est 420 euros, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Tarif solidaire sur justificatif pour tous ceux qui sont en recherche d'emploi ou au RSA. Et puis, toutes les informations se trouvent sur cette page qui, et je vais changer, ne rend pas encore hommage à Rachid, mais je vais ajouter, comme tu me l'as demandé, Camille, pour que son nom apparaisse aussi sur cette page, Rachid Mizrahi. Et puis voilà, donc je veux vous remercier tous ceux qui avaient été là. Nous partîmes 20 ou à peu près et nous arrivâmes 18, c'est pas mal. On est avec un petit pic à 30 et quelques. Comme je le dis, il fait beau dehors, il y a beaucoup d'autres choses à faire, beaucoup nous regarderont en replay. Mais vous, je vous remercie d'avoir été là avec nous pendant ce moment. Et puis merci aussi à toi Camille pour ce partage généreux. Eh bien, merci d'avoir organisé tout ça aussi et d'avoir cette écoute. Merci à toutes et à tous aussi d'avoir été là. Et à bientôt. Cool. À bientôt tout le monde. Je vais Ouais. vous, je vais vous faire tous sortir de la salle en même temps, donc ça risque d'être violent parce qu'il y a toujours quelqu'un qui s'est endormi ou qui est allé dîner, donc qui a sa caméra encore éteinte. Bon, passons. Ça ne vous intéresse plus. Trêve de bavardage. Je le disais à Camille, le plus dur, c'est de se dire bonjour et au revoir. C'est fait. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.